live du mercredi. Alors, cette fois-ci, on va mettre des écouteurs pour que la qualité micro soit meilleure. Donc, on va voir si ça nous améliore le son, parce que j'ai trouvé que le son n'était pas top la dernière fois. Voilà, donc on va attendre quelques secondes, juste le temps que nos auditeurs se joignent à nous, parce que aujourd'hui, eh ben, on va parler de la cote de crédit. Alors, je vous rappelle, on a un rendez-vous sur live un mercredi sur deux à 9 heures du matin pour parler de toutes les actualités du crédit immobilier en Israël. Et la question que vous vous posez peut-être, mais quel est le lien entre la cote de crédit et le crédit immobilier? Est-ce que les choses sont bien liées? Alors comme d'habitude, avant de commencer ce live, j'aime bien donner un petit peu des informations sur Mashkenta. Parce que j'aime bien partager avec vous toutes les activités que nous faisons pour que vous choisissiez de vous joindre à nous ou pas sur certaines activités. Alors quel est le programme, si vous voulez, de la semaine à venir? Tout d'abord, ce soir, on a la troisième réunion du RCF. Je vous rappelle, on a créé le réseau des courtiers francophones et donc tous les derniers mercredis du mois, donc ça tombe aussi mercredi, on a un rendez-vous avec des courtiers professionnels ou des gens qui veulent mieux comprendre le crédit immobilier. Et là, en fait, c'est une réunion professionnelle qui dure 2 heures, qui est donnée sur Zoom. Vous y êtes tous conviés. C'est sur la base d'un abonnement à l'année, donc ça coûte 119 shekels par mois. Et on a 2 heures d'abord pour décrypter l'actualité immobilière, pour parler optimisation de montage financier et pour donner aussi toutes les techniques qui sont des techniques de vente, de développement quand on est courtier en crédit immobilier, comment décider de créer un contrat, comment décider de fixer le prix de ces produits, quels produits produire et quels produits proposer au grand public. Donc là, c'est ce que nous allons faire ce soir. On va partir ce soir sur une troisième rencontre, un troisième rendez-vous, donc avec tous les courtiers qui se sont joints à nous. J'adore ce réseau qui est en fait un réseau de collaboration puisque chacun peut y présenter ses cas concrets et on est tous en train de faire un brainstorming pour trouver les meilleures solutions possibles avec la meilleure créativité possible. Alors, si vous voulez vous joindre au réseau des courtiers, eh ben, vous pouvez le faire avec plaisir. La troisième session aura lieu ce soir. Voilà, donc ça c'est pour le réseau. À propos des formations, quelques mots sur les formations. On a ouvert le 15 janvier la huitième formation de courtier en crédit immobilier. On a eu énormément de demandes. Le cours est d'excellente qualité. On a des participants extrêmement avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de motivation, beaucoup d'interaction. Donc de ce point de vue-là, ça c'est super. Et comme il n'y a pas eu de place pour tout le monde et que on a eu des demandes du terrain qui nous ont dit mais pourquoi faire une formation en matinée, on va ouvrir courant février une formation en parallèle qui sera donnée le soir. Voilà, donc si vous êtes intéressé à faire une formation le soir, ce sera le soir de 17 h à 21 h, donc 4 heures de formation sur 10 semaines, qui vous permettra soit de faire votre propre dossier, donc de tout comprendre de la Mashkanta, soit d'acquérir un métier clé en main en 10 semaines. Donc là aussi, suivez-nous, ce sera publié sur les réseaux sociaux. La prochaine formation du soir sera donc donnée mi-février. Voilà. Et sinon, après, j'ai une autre nouvelle qui est vraiment une nouvelle personnelle. C'est que la semaine prochaine, de dimanche à mercredi, je serai à Eilat pour le fameux congrès de ce qui s'appelle en hébreu Itardut Yoatzer Mashkantaot, donc l'association des courtiers en crédit immobilier israéliens cette fois-ci. C'est une association qui rassemble plus de 800 courtiers licenciés par justement cette association qui travaillent et donc c'est 4 jours de formation professionnelle et je vais revenir avec toutes les nouvelles solutions puisque nous sommes sponsorisés par des grosses banques, des gros groupes hors bancaires et donc tous ces groupes-là vont nous proposer des solutions pour cette actualité de taux qui sont grimpants et donc on va pouvoir faire aussi un brainstorming tous ensemble pour comprendre ce que les banques nous proposent, comment optimiser nos montages financiers et puis c'est aussi l'occasion de faire des coopérations. Et j'ai l'immense honneur d'ouvrir en fait ce congrès et de donner en fait une conférence donc à l'ouverture du congrès dimanche prochain en hébreu sur le business développement dans le domaine de courtier. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu les domaines. Alors je vous enverrai aussi des stories, des posts directement du congrès d'Elat. Et donc voilà, de dimanche à mercredi, c'est vraiment le grand rassemblement annuel de tous les professionnels du crédit immobilier. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est un petit peu pour les informations. Et on va voir en fait si nos spectateurs et nos fidèles se sont joints à nous.
et nous allons commencer à parler cote de crédit. Voilà, donc c'est le sujet que j'ai choisi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette cote de crédit? On va commencer d'abord par les comptes en banque. Okay, on va commencer par les comptes qui peuvent être des comptes limités à plusieurs niveaux. Et puis après, on parlera aussi de ce qui s'appelle le Chivui Ashrai. Le Chivui Ashrai, c'est aujourd'hui une nouvelle réforme de transparence bancaire, en fait, qui permet à toutes les banques d'avoir accès à toute votre information bancaire. Et ça, c'est important. Et je vais commencer par cette information-là. C'est important pourquoi? Parce que votre capacité à avoir un crédit, oui ou non, donc on parle ici d'une décision go-no-go, elle va être dépendante de votre cote de crédit. Ça veut dire que vous avez des personnes qui ont une mauvaise cote de crédit. Donc dès que la banque va mettre leur numéro de Théodat Zéout, leur numéro d'identifiant sur le système, elle va voir que ces gens-là sont en rouge. Et quand ces gens-là sont en rouge, ça veut dire qu'il y a eu des grosses problématiques financières et donc que ces personnes-là ne peuvent pas avoir accès à un crédit, ni un crédit à la consommation, ni un crédit immobilier. Voilà, donc la première chose, c'est comment fait-on pour ne pas avoir une cote de crédit qui soit dans le rouge et pour pouvoir obtenir un crédit immobilier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est les taux. Les taux que vous allez obtenir vont être dépendants de la note que vous allez recevoir sur cette cote de crédit. Alors nous, on ne peut pas avoir accès à cette note-là parce que ce sont des notes qui sont données par les organismes bancaires en privé et d'ailleurs je ne pense même pas que toutes les banques fonctionnent de la même façon. Mais les banques vont nous donner une note en fonction de notre comportement financier sur toutes les années où on a géré un compte bancaire. Et donc, si vous voulez, pas seulement pour obtenir un crédit, aussi pour obtenir un crédit au meilleur taux, pour avoir plus de cartes en main, pour être dans la capacité de faire une négociation bancaire, puisque nous avons plusieurs banques qui ont agréé à notre dossier, eh ben, il faut avoir la meilleure cote de crédit possible. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette cote de crédit et quelle est en fait la régulation de la Banque d'Israël. Quand est-ce qu'un compte est en fait décidé ou déclaré comme étant un compte limité, un compte qui va en fait limiter l'activité de cette personne-là et qui va allumer un voyant rouge auprès de tous ces organismes bancaires et hors bancaires qui vont vous donner du crédit immobilier. Donc, on va commencer par parler de ce qui s'appelle les cheshbonot, qui s'appelle les cheshbonot mugbalim. Alors vous avez en Israël un compte qui va être un compte limité qu'on appelle un cheshbon mugbal. Qu'est-ce que c'est qu'un cheshbon mugbal? Alors un cheshbon mugbal, c'est en fait un compte qui va être limité si pendant une période de 12 mois, donc pendant un an, vous avez donné plus de 10 chèques qui sont des chèques sans couverture. Et donc ce comportement-là va faire que votre compte va être limité, et il va être limité pendant un an. Alors, la première question qu'il faut se poser, qu'est-ce que c'est qu'un chèque sans couverture? Un chèque sans couverture, c'est un chèque qui n'a pas été honoré parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent sur votre compte en banque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles un chèque va être rejeté par la banque. Des fois, le nom ne figure pas de façon correcte, la date n'est pas aussi libellée de façon juste, ou vous pouvez avoir une rature, ou il peut y avoir en fait une erreur qui va être une erreur technique, la banque ne va pas réussir à lire certaines informations, donc elle va rejeter le chèque. Ça ne s'appelle pas des chèques sans couverture. C'est-à-dire que si vous avez eu un problème technique sur un chèque qui est revenu, ou si vous avez vous-même annulé un chèque parce que vous avez fait une transaction que vous avez décidé d'annuler, ce n'est pas un chèque sans couverture. Quand on parle de 10 chèques sans couverture pendant une période d'un an, ce sont des chèques qui ont été émis par les personnes qui sont titulaires du compte en banque et qui ont été refusés par la banque. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de couverture, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent sur le compte. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la définition d'un compte qui va être limité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compte limité? Un compte limité, ça veut dire que ce compte en banque, de façon précise, va être limité sur une période d'un an et le client va être limité sur ce compte-là uniquement. Ça veut dire que si le client a d'autres comptes en banque, les autres comptes en banque ne seront pas affectés par cette sanction-là, si je l'appelle sanction, qui va être donnée par les banques. Alors, quelles sont les conséquences? Okay, quelles sont les conséquences d'un compte qui va être en fait limité? D'abord, ça limite pendant un an la possibilité au client d'ouvrir un autre compte. Ça veut dire que si au moment où il a été limité, il a déjà 2 comptes en banque, eh ben, il peut utiliser son 2e compte en banque. Par contre, il ne peut pas en ouvrir un 3e. Okay, donc, ça le limite à ouvrir 2 nouveaux comptes en banque. La deuxième chose qui est aussi limitante, c'est que ce client-là ne peut pas aussi
avoir un mandat ou une procuration sur le compte de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que des fois, les gens essayent de contourner la loi, et donc s'ils ne peuvent pas eux-mêmes ouvrir un compte, bah, ils vont faire ouvrir un compte au nom de leur frère, de leur papa, de leur maman, de leur conjoint, et à ce moment-là, ils vont demander la procuration sur ce compte-là pour pouvoir effectuer des transactions sur ce compte-là. Et bien non, ça aussi c'est bloqué. Ça veut dire que vous ne pouvez pas ouvrir un compte en votre nom, et vous ne pouvez pas pendant un an non plus ouvrir un compte sur lequel vous allez avoir une procuration, même si le compte n'a pas été fait à votre nom. Le temps de limitation, c'est un an. Et en fait, qui c'est qui est limité? Eh bien, toutes les personnes qui figurent, dont le nom figure sur ce compte. Parce que des fois, vous pouvez avoir des comptes joints. S'il s'agit d'un compte joint avec un mari et une femme, eh bien, tous les deux vont être limités sur l'activité de ce compte-là. Tous les deux ne pourront pas ouvrir un deuxième, troisième, quatrième compte bancaire pendant la période d'un an. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui s'appelle un compte qui est limité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi des comptes qui s'appellent des comptes Mugbalim Benesibot Mahmirot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la limitation normale, mais il y a une limitation qui s'appelle une limitation exceptionnelle. C'est quoi une limitation exceptionnelle? Ça veut dire qu'en fait, votre compte va être sanctionné de façon plus forte, plus sévère, parce que vous avez fait plus d'erreurs financières, si je peux déclarer ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compte qui va être limité de façon plus sévère, ce qu'on appelle Agbala Benesibot Mahmirot? Alors, ça veut dire d'abord que, par exemple, il faut répondre à une de ces conditions-là. La première condition, c'est que vous ayez plus d'un compte qui a été limité dans la dernière année. Ça veut dire que si vous avez eu 10 chèques qui sont revenus parce qu'ils n'avaient pas de couverture sur plusieurs comptes pendant un an, à ce moment-là, vous êtes déclaré comme client limité de façon extrêmement sévère. Et là, c'est le client qui est limité, c'est plus uniquement son compte bancaire. Donc, première condition, si vous voulez, c'est d'avoir plus d'un compte qui a été bloqué dans la dernière année. Et la deuxième chose, c'est une personne qui aurait été limitée une première fois, okay, parce qu'elle a émis 10 chèques sans couverture, et puis après elle est revenue à la normale, et puis elle a été limitée une deuxième fois, tout ça dans une période de 3 ans. Ça veut dire que si vous avez été limité 2 fois sur votre compte dans une période de 3 ans, vous êtes considéré comme très mauvais client, si je peux déclarer ça comme ça, et donc vous allez avoir un compte qui va être limité de façon très sévère, et vous allez vous-même être nommé comme client limité de façon très sévère, ce qui s'appelle Agbala Benesibot Mahmirot. Alors, quelle est la différence? La première différence, c'est que là, tous les comptes en banque du client vont être limités. Tous les comptes et tous les comptes joints, tous les comptes sur lesquels son nom y figure. Et donc, ce n'est plus une limite uniquement sur le compte sur lequel les chèques ont été émis, mais sur tous les comptes bancaires du client. Donc ça, c'est important. La deuxième conséquence, c'est que ça va interdire au client de pouvoir ouvrir un autre compte. Donc il ne pourra pas, comme dans la Migbala normale, ouvrir d'autres comptes bancaires. Okay, et le temps de limitation, ça va être un temps de 2 ans. Et donc, si vous voulez, pendant 2 ans, vous ne pourrez ni ouvrir de compte, ni obtenir de la banque, ni de chéquier, okay, ni forcément de crédit et de carte bleue. Et ça, tout de suite, on va en parler. Donc, si je fais le point, on a la Agbala normale, la Agbala Benesibot Mahmirot, et on a une troisième Agbala, dont je n'ai pas parlé encore, qui s'appelle Agbala Benesibot Meyuchadot. Alors, Agbala Benesibot Meyuchadot, ça c'est en fait une limitation qui va être mise sur un compte en banque, qui va être mise par un tiers, okay, donc une troisième instance si vous voulez. Et cette troisième instance, ça peut être un tribunal parce que la personne a fait une faillite, okay, une faillite qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle. Elle peut être mise, cette limite, par le gouvernement, par la mairie parce que vous n'avez pas payé votre arnona ou parce que vous avez des contraventions qui n'ont pas été payées. Ça peut être mis aussi par un tribunal rabbinique parce que quelqu'un a refusé de donner son guet dans le cadre, par exemple, d'une procédure de divorce. Donc là, si vous voulez, ce sont des instances, la plupart du temps des instances gouvernementales ou juridiques, qui peuvent limiter un compte, pas pour des raisons de malfonctionnement ou de chéquier ou de chèques qui ont été émis en blanc, mais uniquement pour des raisons qui sont en fait des raisons juridiques ou conflictuelles par rapport à une de ces instances. Et là, il faut savoir que ces instances-là peuvent limiter un compte pour une période de 5 ans. Okay, donc la limite maximale, elle peut être mise sur 5 ans et c'est à l'instance en fait de décider si le compte est limité ou pas. Donc on a parlé des 3 sortes de limitations existantes. Maintenant, il faut savoir qu'on peut quelquefois faire appel. On peut faire appel
au tribunal qui s'appelle le Bet Mishpat Shalom pour faire lever donc cette limitation. Alors, on fait appel quand il y a conflit ou quand il y a mauvaise compréhension ou quand on pense que la sanction qui a été émise n'est pas justifiée. Et quand est-ce que ça arrive? Eh ben, par exemple, si vous pensez que vous avez approvisionné votre compte, simplement le temps que le virement figure sur le compte, il y a déjà un chèque qui a été émis, par exemple. Et donc vous pouvez prouver que le découvert a été un découvert de moins de 24 heures. Donc à ce moment-là, vous pouvez prendre un avocat qui va rédiger un courrier à ce qui s'appelle le Bet Mishpat Shalom et qui va justifier de votre comportement. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'accompagner des Olim Hadashim. Donc j'avais des Olim Hadashim par exemple, ou des résidents étrangers aussi, ça m'est arrivé sur d'autres cas, qui avaient ouvert un compte en banque en Israël, qui avaient émis des chèques, qui étaient repartis, parce qu'on a beaucoup ces alias Boeing où les gens font des allers-retours, qui étaient repartis en France gérer ou vendre leurs affaires, et pendant ce temps, les courriers arrivaient en hébreu sur leur boîte postale à leur adresse israélienne, et comme ils ne parlaient pas l'hébreu, ils ne comprenaient pas, ils faisaient un virement une fois tous les 3 mois de 3 ou 4 000 euros qui étaient censés couvrir les dépenses courantes. Des fois, il y avait des erreurs de change. Et donc, à ce moment-là, oui, on a pris des avocats, on a fait une démarche auprès du Bet Mishpat Shalom et on a réussi à obtenir à ce que cette limitation soit levée en expliquant que ça a été extrêmement conjonctuel à cause d'un manque de compréhension, d'un manque de présence, si vous voulez, sur le pays et que ce n'était pas un comportement qui était sanctionnable. Donc, oui, on peut faire des démarches. Ces démarches-là peuvent être faites par un avocat auprès du Bet Mishpat Shalom. Et si on a une justification à notre comportement, si on peut expliquer les choses, eh ben, on arrivera à faire lever cette limitation. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est ce qui concerne les comptes qui sont des comptes qui sont limités ou des clients qui sont limités. Maintenant, une chose de plus que j'aimerais dire, c'est que la Banque d'Israël a fait d'énormes efforts de transparence. Okay, et la transparence, c'est non seulement une transparence interbancaire, et donc je vais tout de suite parler de ce qui s'appelle le Rivui Ashray, mais il y a aussi une transparence sur tous ces clients qui peuvent être des clients problématiques. Donc sachez que n'importe qui, il ne faut pas avoir une autorisation particulière, il ne faut pas être avocat, il ne faut pas être conseiller financier, n'importe qui peut rentrer sur le site de la Banque d'Israël et chercher si un compte est limité ou pas. Et alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important? D'abord, vous pouvez le savoir sur vos propres comptes. Ça veut dire que vous voulez savoir si un tiers peut savoir que vous avez eu un compte limité dans le passé. Et ces informations-là, elles restent gravées dans le système, si vous voulez, de la Banque d'Israël pendant 3 ans. Ça veut dire que si vous avez eu un compte bloqué pendant 1 an et qu'il n'est plus débloqué, vous allez figurer sur le site de la Banque d'Israël comme quelqu'un qui a eu une fois un compte bloqué. Donc sachez que ces informations-là sont accessibles à tous, que ce soit les informations qui concernent votre compte ou que ce soit des informations qui concernent les comptes de personnes dont vous voulez avoir les informations. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a beaucoup de personnes qui achètent un appartement pour le mettre en location. Et quand vous mettez un appartement en location, ce que vous faites souvent, c'est que vous allez obtenir du locataire 10 chèques, ou 15 chèques, ou 12 chèques sur toute l'année. Et bien, si vous voulez être sûr que ces chèques-là vont être honorés, vous pouvez rentrer sur le site de la Banque d'Israël, marquer le numéro de compte sur lequel les chèques ont été émis et regarder l'historique de ce compte-là. Ça veut dire que si le compte est bloqué, eh ben on va vous dire ce compte-là il est bloqué. Donc forcément vous savez que vous prenez énormément de risques en acceptant ces chèques-là. Et si vous voyez que le compte n'est pas bloqué mais qu'il a été bloqué il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans puisque tout est inscrit sur une période de 3 ans, eh ben vous savez que vous avez face à vous un client qui est un peu problématique. Vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir recevoir en fait vous allez recevoir votre argent de loyer. Voilà. Donc sachez que ça figure sur la Banque d'Israël. Et pour pouvoir avoir accès à cette information, vous avez besoin de 2 sortes d'identifiants. Ça veut dire que la première chose que vous pouvez mettre, c'est le numéro de compte du client, comme je vous l'ai expliqué. La deuxième chose que vous pouvez mettre, c'est le numéro de Teudat Zehut de votre client. Et là, vous allez pouvoir faire la différence, comme je vous l'expliquais, entre un compte isolé qui va être limité, et ça veut dire que le client peut avoir d'autres comptes bancaires qui ne sont pas limités, donc vous allez lui demander de vous émettre d'autres chèques sur les autres comptes qu'il a, ou si vous arrivez à mettre le numéro de Teudat Zehut du client et que vous voyez que ce client est là et limité, ça veut dire que c'est le client qui est limité et pas le compte bancaire. Et donc il est limité sur tous ses comptes en banque, et donc vous savez que c'est un client à haut risque. Donc sachez que cette information, elle est disponible pour tous. Ça veut dire que si vous êtes en difficulté et que vous avez un compte limité, tout le monde peut le voir en rentrant sur le site de la Banque d'Israël. Et si vous avez affaire à des clients qui doivent vous donner des chèques, c'est aussi une information que vous pouvez vérifier. Voilà. Donc on a parlé en fait essentiellement des chèques.
j'aimerais dire quelques mots, pas seulement sur les chèques, mais sur les cartes bleues. Si vous avez un compte limité, est-ce que la banque va accepter d'émettre une carte bleue ou de vous donner un crédit? Crédit à la consommation ou crédit immobilier. Alors là, si vous voulez, il n'y a pas de régulation. Ça veut dire que la Banque d'Israël, elle interdit simplement de vous donner un chéquier, puisque vous n'avez pas su respecter les chèques. Au niveau des cartes bleues, il n'existe pas de régulation. Maintenant, dans la pratique, la plupart des banques ne vont pas accepter de donner à leurs clients des cartes de crédit. Parce que, en fait, les chèques et les cartes de crédit, c'est à peu près la même chose. Encore que, il pourrait y avoir une discussion théorique sur le sujet, parce que sur une carte de crédit, vous avez ce qui s'appelle une misgeret ashray, donc vous avez une limitation du crédit qui vous est donné sur cette carte-là, et donc vous avez certaines banques qui peuvent accepter si votre compte a été limité de façon ponctuelle, si vous arrivez à convaincre, si vous voulez, la banque. Des fois, la banque peut accepter de vous donner une carte de crédit avec une toute petite misguérette en vous laissant gérer donc un tout petit découvert sur votre compte. Mais dans la pratique, la plupart des banques vont refuser de le faire. La seule chose qu'ils vont accepter de vous donner, c'est une carte qui s'appelle une carte de débit immédiat. Ça veut dire qu'à la place d'avoir un débit différé et d'avoir un crédit sur l'ensemble du mois, il existe des cartes aujourd'hui qui s'appellent en hébreu des cartes direct, donc direct, avec un débit immédiat, sur lequel vous allez pouvoir donc faire des transactions, mais ces transactions-là vont être immédiatement débitées sur votre compte bancaire. Donc on ne va pas attendre le 10 du mois, le 15 du mois pour faire un rassemblement, si vous voulez, de toutes ces transactions que vous avez fait sur votre carte. Donc voilà, avoir un compte limité, ça va vous limiter à avoir un chéquier, ça va vous limiter à avoir une carte bleue de crédit, donc une carte de crédit, et ça peut vous limiter aussi à avoir des crédits en général, que ce soit des crédits à la consommation ou des crédits immobiliers. Donc j'ai fait un petit peu le tour de ces comptes-là qui s'appellent des comptes Mugbal. Maintenant je vais dire quelques mots comme je l'avais prévu sur le Rivouy Ashray. Qu'est-ce que c'est que le Rivouy Ashray? C'est cette fameuse réforme de transparence bancaire qui permet en fait à chaque particulier et qui permet aux banques, quand vous leur donnez votre accord, donc vous allez devoir signer un accord, vous allez recevoir un SMS de la banque qui va vous demander, puisque vous voulez obtenir une mashkanta, eh ben laissez-nous regarder votre code de crédit. Donc à ce moment-là, vous allez donner votre accord pour que la banque consulte votre code de crédit. Et il y a un document qui s'appelle le Rivouy Ashray. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aussi rentrer sur le compte de la Banque d'Israël ou faire le étoile 6194 et demander à avoir votre propre Rivouy Ashray. Et là, vous allez voir en fait le document. C'est un document qui fait plusieurs pages avec le détail de toute votre information financière, de toute votre carte, ce qui s'appelle votre code de crédit. Et c'est cette information-là que la banque va demander, à laquelle elle va avoir accès si elle est en mesure de vous donner une mashkanta ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Rivouy Ashray? Eh bien, dans ce Rivouy Ashray, il y a toute votre activité. Ça veut dire qu'il va y avoir un résumé, si vous voulez. D'abord, de tous les comptes bancaires que vous avez. Sur tous les comptes bancaires, on saura très précisément quel est le solde. Ça veut dire que si vous êtes à découvert, on verra le découvert de chaque compte. Si vous avez de l'argent sur vos comptes, eh ben, on verra très précisément combien d'argent il y a sur le compte au jour où le document est demandé. Et donc, on va voir votre épargne, on va voir tous vos crédits, les crédits qui sont faits par des organismes bancaires, les crédits qui sont donnés par des organismes hors bancaires, les crédits que vous avez pris sur votre carte de crédit. On va voir aussi le nombre de cartes de crédit que vous avez et tous les paiements différés que vous avez sur toutes vos cartes de crédit. Donc en fait, c'est vraiment une transparence sur toute votre activité économique. Et donc, si vous voulez, la banque, avant de vous donner un crédit, elle va regarder sur combien de comptes en banque vous avez déjà des crédits, sur combien de comptes en banque vous avez des cartes de crédit, est-ce que vous êtes à découvert ou est-ce que vous avez de l'épargne sur tous vos comptes de façon globale. Et ça, si vous voulez, c'est important pour la banque pour pouvoir vous donner, si vous voulez, un crédit immobilier. La banque va savoir aussi si votre compte a été limité dans le passé ou pas, puisqu'il y a toute cette information-là sur les 3 dernières années, ou si vous avez fait une faillite. Là aussi, ça fonctionne. Le nombre de chèques précis qui ont été refusés, ça veut dire que par exemple, même si vous n'avez pas un compte limité, parce que vous n'avez eu que 3 chèques qui ont été refusés dans les 3 dernières années, et bien ça figurera sur ce Rivouy Ashray. Il y aura marqué qu'il y a 3 chèques qui ont été refusés. Ce n'est pas un compte limité, mais il y a 3 chèques qui ont été refusés. Donc la banque peut vous demander des comptes sur ces 3 chèques-là. Si vous avez pris un crédit et que vous avez une mensualité qui n'a pas été honorée, si vous avez gelé votre mashkanta, ce sera inscrit aussi. Si vous avez une mashkanta auprès d'une banque, ce sera inscrit aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Parce que avant,
avant cette réforme-là du Rivui Ashray, les personnes pouvaient prendre un crédit auprès d'une banque et ne pas déclarer à la banque auprès de laquelle ils voulaient prendre une mashkenta qu'ils avaient en fait déjà un crédit. Et ça, c'était beaucoup de crédits qui étaient faits pour avoir suffisamment d'apport personnel. Ça veut dire que quelqu'un allait voir par exemple la banque Mizrahi en disant voilà, j'aimerais avoir 75% de financement sur l'achat de tel bien. Et la banque Mizrahi allait demander ok, donc il vous manque 25%. D'où vient votre apport personnel? J'ai épargné, j'ai l'apport personnel, mes parents m'ont aidé, j'ai déjà payé les 25%. Et en fait, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils prenaient un crédit auprès d'une autre banque. Et comme il n'y avait pas de transparence bancaire, de communication d'informations bancaires, et ben, la banque Mizrahi ne pouvait pas savoir que vous aviez pris peut-être un crédit à la banque Yaav, à la banque Discount, et peut-être que vous aviez 10 crédits sur plein de banques et qu'elle ne le savait pas et donc elle n'allait pas calculer de façon précise votre capacité d'endettement. Donc ces jeux-là, ils sont terminés. Et si vous voulez, le Rivui Ashray, il est très important puisque tout va y être répertorié. Donc, pour avoir un crédit, bah, ce qu'il faut faire, c'est forcément avoir un comportement, si vous voulez, financier irréprochable. Et un comportement irréprochable, ça ne dépend pas des sommes que vous gagnez, ça ne dépend pas des sommes qui vont transiter sur votre compte. Ça, si vous voulez, la banque, ça lui est complètement égal. Ce qui est important, c'est combien de crédits vous avez, c'est est-ce que vous êtes à découvert, combien de transactions vous avez différé sur vos cartes de crédit et surtout, 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 est-ce que vous avez honoré tous vos engagements. Et vos engagements, ce sont vos crédits à la consommation, vos crédits immobiliers. Si vous gelez votre mashkenta, ce sera inscrit. Alors, ce n'est pas une erreur de geler sa mashkenta. Tout le monde peut geler sa mashkenta. Mais ça veut dire que le foyer a fait face à certaines difficultés. Et si vous avez gelé votre mashkenta 3 fois dans les 3 dernières années, c'est sûr que ça va un petit peu gêner la banque qui veut vous donner par exemple un complément de crédit immobilier. Donc il faut faire attention à toute cette information-là et il faut savoir qu'on est toujours suivi, tracé. Alors c'est pas comme la cote de crédit américaine, mais on s'y approche et il y a de plus en plus de transparence bancaire. Voilà, j'espère que je vous ai donné beaucoup d'informations. J'ai fait le point sur un sujet sur lequel on me pose souvent des questions, très souvent à la fois au cours de mes formations et puis aussi auprès de mes clients. On me dit mais Judith, j'ai déjà eu un chèque, 2 chèques, 3 chèques qui ont été refusés, quelles sont les conséquences? Et des fois les personnes ont eu des difficultés de gestion de compte juste avant cette demande-là de Mashkenta. Donc je vous ai donné tous les outils pour que vous sachiez gérer votre compte et obtenir les Mashkenta hautes au meilleur taux possible. Voilà, je vais vous laisser. La semaine prochaine, donc, on ne se verra pas. Moi, je serai à Eilat au congrès de l'association des crédits, des courtiers en crédit immobilier. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau live. Et je suis extrêmement heureuse de voir que vous êtes de plus en plus à rejoindre nos lives. Alors, à très bientôt. Je voudrais simplement vous demander une petite chose de plus. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, alors surtout, écrivez-les-moi en commentaire. Je peux aborder tous les sujets qui concernent la finance, le contexte macroéconomique, la prise de crédit en Israël, les partenaires bancaires, les partenaires hors bancaires. Dites-moi quels sont les sujets qui vous intéressent et à ce moment-là, je pourrai encore mieux adapter mes conférences live à vos désirs et à vos besoins quotidiens. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Au revoir.